Je suis extrêmement heureux et c'est pour moi, en tant que directeur de l'école normale depuis 2 mois, un moment particulièrement important de vous accueillir ici toutes et tous dans ce moment où vont converger sur un même thème la recherche, la formation et la société et tous les besoins de la société. Cela sur un projet précis et avec plusieurs partenaires qui pour nous sont des partenaires majeurs sur ce projet comme sur d'autres. Et voilà, je crois, l'un d'entre eux qui est en train de nous rejoindre aussi, donc juste au moment où nous accueillons Rémi Rioux, donc de l'AFD, qui nous rejoint au moment où j'employais le mot partenaire majeur. Et sur ce projet, comme sur d'autres, tiens, comme tu veux, comme tu veux. Donc, je suis particulièrement heureux vraiment de ce moment qui voit se réunir, comme c'est la vocation de l'école normale, la recherche, la formation et la société sur des enjeux absolument cruciaux du moment présent et avec des actrices et des acteurs qui permettent de les porter. Sur la recherche d'abord, comment est-ce qu'on pourrait être mieux inséré mieux situé dans la recherche, j'allais dire, dans cette table ronde et dans ce projet, qu'au sein de ce colloque. Ce colloque qui nous invite en quelque sorte, cette magnifique conférence Olivier Legrain, du nom d'Olivier Legrain qui est présent dans cette salle et qui soutient par son mécénat chaque année une conférence qui s'intitule déjà Sciences et Société et qui est donc non seulement une conférence de recherche au plus haut niveau, mais une conférence d'ouverture sur les enjeux sociaux de notre temps. Il y en a eu sur l'intelligence artificielle, déjà sur le découpage du génome. Et aujourd'hui, après 2 ans de report, enfin se tient la conférence sur l'Afrique, projetée depuis longtemps, pilotée par Julien Bonhomme, maître de conférence en anthropologie ici, et qui, en partance malheureusement, je dirais pour nous, pour la direction d'études ailleurs, mais qui pilote depuis 2 ans avec un ensemble de collègues de toutes disciplines et en partenariat constant avec des chercheuses et des chercheurs de toutes origines et évidemment beaucoup africaines, ce projet des modernités africaines. Dans ce colloque, depuis hier matin et jusqu'à demain midi, et je peux en témoigner, même si j'ai été frustré de ne pas pouvoir assister à tout, se tisse vraiment une véritable tapisserie de recherche, de fils entrecroisés, interdisciplinaires, internationaux, que je vous invite à retrouver pour celles et ceux qui n'ont pas suivi. Évidemment, nous enregistrons tous ces échanges sur des problèmes extrêmement précis et extrêmement importants dans chaque discipline. Et ce que nous disent celles et ceux qui assistent au colloque en ce moment, c'est qu'il y a un entrecroisement inattendu aussi entre les tables rondes, dans les marges du colloque. Et on a bien fait d'attendre et de vouloir que les intervenantes et les intervenants soient là en 3 dimensions, en présence, dans ces modernités africaines. Et donc, nous sommes très heureux, très reconnaissants de s'insérer dans ce colloque qui est un grand moment dont vous trouvez le programme, évidemment, et sur le site et ailleurs. Évidemment, ce dont nous allons parler ce soir, c'est un projet qui articule toutes ces dimensions de la recherche dans tous les départements de l'école normale, des sciences jusqu'aux lettres, à la formation. Nous allons vous parler du lancement d'un projet de formation tout à fait original, dont la première brique, polyvalente, va vous être présentée par ses principaux acteurs et responsables, Leïla Vignal, directrice du département de géographie de l'école normale et qui est directrice de notre programme sur les Suds et chargée aussi du projet donc, sur les nouvelles compréhensions du monde. C'est l'ensemble du projet pédagogique dont nous allons vous parler ce soir et qui le pilote au nom de l'école. Et puis aussi, évidemment, Souleymane Bachir Diagne, qui est ici présent, qui a été élève ici avant un parcours que vous connaissez tous et qui nous inspire à tous une admiration et une gratitude immense et qui revient à l'école comme professeur invité dès l'année prochaine pour un semestre par an, j'espère, pendant plusieurs années autour de ce programme. Et Achille Mbembe, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, nous vient de nous dire son empêchement et ses regrets, mais qui évidemment fait partie des initiateurs de ce projet qui remplit justement le projet que lui-même avait déposé
au cœur de son rapport auquel Bachir avait participé, son rapport remis à Emmanuel Macron dans le sommet de Montpellier en octobre dernier sous le titre du campus nomade et du collégium eurafricain, porté aussi à l'Élysée par une autre Leïla, très proche de Leïla Vignal, Leïla Dakhli, qui n'a pas pu être ici aujourd'hui, mais qui nous l'avait dit évidemment. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de ce programme qui articule formation et recherche autour d'un cours inédit, nouvelle compréhension du monde, d'un futur master, de futures aussi formations diverses. L'Agence française de développement, dont je vais dire un mot dans un instant, nous ouvre aussi sur des publics, sur la formation continue, sur la haute fonction publique, sur des publics, toutes les sphères de la société. Il s'agira d'un cours délibérément hybride, d'un programme hybride, mais avec la rigueur qu'il faut dans chaque sphère de sa validation, du master le plus exigeant jusqu'à la validation la plus ouverte, en passant par la formation continue de tous les publics sur les enjeux les plus importants du moment. Car cette recherche sur l'Afrique, cette formation dont nous voulons donner un exemple, de manière interdisciplinaire et internationale, avec un ensemble d'universités africaines, mais je laisserai Leïla le présenter. C'est évidemment d'abord pour répondre à des questions de société, et répondre à des questions de société avec la société et pour elle. C'est le projet d'ensemble de l'école normale aujourd'hui, de mobiliser toute sa recherche dans toutes les disciplines, en lien avec une formation fondée sur cette recherche, mais en lien avec les exigences du moment présent. Et pour cela, nous avons besoin de partenaires. Et dans la deuxième temps de cette table ronde, c'est à elles et à eux que je vais aussi donner la parole pour qu'ils nous disent leur point de vue sur ce projet. Parmi ces partenaires, il y a l'Agence française de développement, dont je salue le président ou directeur général, je ne sais plus le titre exact, directeur général, Rémi Rioux, qui est présent aujourd'hui, dont je remercie aussi les responsables de la formation et de la recherche qui nous soutiennent. Avec évidemment, il y aura d'autres institutions associées, mais ce soutien nous honore, nous importe, parce qu'il est aussi porté par une vision d'une science durable associée à, et j'en dirai un mot dans un instant, l'Afrique, les coopérations, les Suds. Il y a évidemment le CNRS qui est présent aussi à cette table, avec Marie Gaille, directrice de l'Institut, et je les évoque dans l'ordre où on leur passera la parole dans un instant, je leur passerai la parole dans un instant, directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales au CNRS, et qui nous dira l'importance pour le CNRS de ces projets. Il y a la Fondation de l'École normale supérieure, dont le président, Lionel Zinsou, est ici présent, et que je remercie beaucoup, parce que la Fondation est avec l'université dont nous faisons partie, et dont je dirai un mot dans un instant, car ça fait partie du cœur du projet lui-même. Ce n'est pas un partenaire, c'est plutôt organiquement une dimension de tout ce que fait l'École normale supérieure, je veux dire l'université PSL. Mais quand je parle en ce moment de l'École normale supérieure, je dis toute l'École normale supérieure, au sein de PSL, dont le président est ici présent, Alain Fuchs, que je remercie infiniment, dont on a parlé encore ce midi avec la vice-présidente formation de notre programme, Coralie Chevalier. Et le troisième pilier, c'est aussi les partenaires de la société, et la Fondation nous aide à les réunir. Et puis il y a les médias. Nous sommes très heureux du partenariat qui commence à se dessiner d'ensemble avec France Culture. Je remercie beaucoup Sandrine Trainer d'être là, la directrice de France Culture. Ce programme est aussi soutenu, porté par des conversations très importantes avec RFI, avec The Conversation. Nous sommes très heureux de ces partenariats qui nous ouvrent aussi sur des publics. Je salue Caroline Lachowski qui est présente. Voilà, ces partenaires sont pour nous tout à fait essentiels. Et je voudrais souligner, justement, en évoquant Paris Sciences et Lettres, l'Université Paris Sciences et Lettres dont nous faisons partie, et je conclurai là-dessus, finalement, l'importance à titre de modèle de ce programme pour l'école. C'est un programme qui, vraiment, essaye de concilier la réponse aux nouveaux enjeux par de nouveaux contenus, mais aussi par de nouvelles pratiques, qui unifient toutes nos disciplines, toutes nos formations, qui les ouvre aussi sur de nouveaux échanges. C'est, comme Leïla le dira certainement, il ne s'agit pas, et Bachir aussi, il ne s'agit pas des uns qui enseignent aux autres, comme le colloque l'a montré. Il s'agit de travailler non seulement ensemble en général, mais sur des projets précis avec les différents partenaires et de manière nouvelle. Nous sommes heureux aussi avec l'Université Paris Sciences et Lettres d'incarner un peu cette pluridisciplinarité d'ensemble, mais souple, sur des projets précis, comme sur la santé, sur
la science et la société, sur le numérique. Et ici, évidemment, l'Afrique en est le nom. Et je voudrais terminer là-dessus. Car le nom du programme, le nom du colloque, le nom de l'AFD aussi parfois, tout cela fait l'objet de débats. Faut-il parler d'Afrique? On a eu une table ronde préliminaire en ligne entre Souleymane Bachir Diagne et François-Xavier Fauvel, animée par Johanna Siméon, Siméon Germanos, qui dirige notre département de sciences sociales. Quelle est l'Afrique des études africaines? Faut-il parler des Suds? Faut-il parler de planète? Nous en avons beaucoup parlé avec un autre professeur invité éminent de l'école normale récemment, Dipesh Chakrabarty, qui écrit une histoire planétaire. Le problème est-il l'Afrique ou le climat? Mon voisin, Rémi Ayou, quand on parlait de l'Afrique récemment, a dit non, c'est le climat. Mais en fond, c'est la même chose. Au fond, plus d'un nom pour un problème qui est majeur, qui n'est pas simple, qui incarne un monde uni sur le climat, divisé par une histoire, divisé géographiquement, même une Afrique divisée, par le Sahara par exemple, par l'Atlantique, par la Méditerranée parfois. Un monde divisé et uni, des problèmes qui ont plusieurs noms. La planète, c'est en un sens les sciences de la nature. Les Suds, c'est plutôt les sciences sociales. Eh bien voilà, il nous faut toutes les disciplines pour affronter des problèmes qui ne sont pas simples, dont plus d'un nom dit la diversité et les débats. Le colloque les traverse entre toutes les disciplines. Et c'est pourquoi, au fond, notre projet transdisciplinaire et international peut avoir du sens, à condition qu'il soit précis et rigoureux. Donc nous allons vous parler aujourd'hui du lancement de la première brique, polyvalente, encore une fois, insérée dans plusieurs édifices, celui de l'école normale, celui de l'AFD, celui de nos partenaires qui valideront aussi dans leur master, j'imagine, les universités africaines du noyau fondateur et les autres, le soutien de la recherche. Voilà, je ne vais pas redire. Et donc, je vais passer la parole d'abord à nos trois acteurs. Achille n'est pas là, donc il n'y en aura que deux. Nos deux acteurs académiques présents ici du projet lui-même. Leïla Vignal d'abord, et puis Souleymane Bachir Diagne ensuite, et ensuite à nos quatre et essentiels partenaires qui nous diront aussi comment vous voyez ce projet. Donc je passe tout de suite la parole à Leïla Vignal, donc, que j'ai déjà présentée, et je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Merci Frédéric et bonsoir à tous. Et avant de commencer à vous présenter le programme Sud rapidement, je voulais remercier Julien Bonhomme, l'organisateur de ce colloque, tous les porteurs de panel et tous les participants de ce colloque que j'ai trouvé absolument passionnant et qui est une très belle introduction au lancement de ce programme Sud. Donc ce programme Sud, on le lance aujourd'hui. On l'a conçu progressivement cette année. C'est une rencontre à la fois c'est un programme qui s'est conçu à la fois à la rencontre des recherches qui se font déjà à l'école normale supérieure sur les Suds, mais aussi avec les Suds. On a des collègues climatologues qui travaillent en partenariat avec des équipes de certains pays subsahariens, etc., etc. Donc il y a déjà un écosystème à l'école de chercheurs, chercheuses qui travaillent sur les Suds avec des institutions et des collègues des Suds, et notamment en Afrique, mais j'en parlerai dans quelques instants. Ce programme Sud n'est pas seulement à destination de l'Afrique. Et donc, à partir de cet écosystème et à partir de projets qui ont été discutés avec les différents partenaires qui sont présents ce soir avec nous, on a commencé à concevoir des briques communes qui s'insèrent donc dans du point de vue de l'ENS, dans ce programme Sud qui a un peu vocation à fédérer différentes initiatives de formation et de recherche sur et avec les Suds. Comme vous le savez, l'ENS, c'est une institution de formation à la recherche par la recherche. Et donc, par définition, son projet intellectuel, c'est d'être ouvert sur le monde, les échanges, et de se nourrir de la circulation des idées, la circulation de savoir et la circulation d'étudiants et d'enseignants et de chercheurs qui construisent et qui co-construisent ces savoirs entre les disciplines, mais c'est notre ambition avec ce programme Sud, davantage ancré dans un dialogue
pluricitué, si je puis dire. Et d'une certaine manière, ce programme, il a aussi pour vocation un peu de provincialiser nos savoirs des Nords, hein, comme le dirait peut-être Dipesh Chakrabarty, c'est-à-dire de réfléchir sur le monde à partir de différents espaces, différentes disciplines, différentes perspectives, différents concepts. Donc ce programme Sud, il est en cours de création, on le lance ce soir, et il a 3 objectifs principaux du point de vue de l'ENS. D'une part, eh bien de coordonner, de mettre en dialogue et de développer la formation et la recherche sur les Suds qui existent déjà à l'ENS, mais aussi de l'articuler davantage dans l'écosystème de PSL, mais aussi plus largement, évidemment, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France et en Europe. Donc de coordonner cette formation et cette recherche sur les Suds donc dans notre écosystème ENS. Mais son objectif, évidemment, c'est de développer cette formation et cette recherche en partenariat et dans des partenariats pluridisciplinaires avec des institutions et des collègues des Suds. Donc c'est vraiment l'idée, c'est d'inventer des formes de co-construction, de mettre en place des partenariats très concrets et aussi d'inventer des formes de co-construction en termes de formation et de recherche commune, à la fois donc sur les Suds, sur certains, voilà, l'Afrique et le monde arabe étant des régions dans lesquelles il y a déjà un certain nombre de partenariats de recherche qui existent entre voilà, l'école et ces régions. Mais l'idée, c'est aussi, comme je vous le disais, de travailler avec des partenaires des institutions des Suds sur des sujets communs et des sujets qui sont les sujets du XXIe siècle, que ce soit évidemment les sujets environnementaux, les sujets de santé, les sujets plus larges voilà, d'histoire commune, mais aussi les circulations humaines. Enfin, il y a un nombre important de sujets qu'il est important d'essayer de penser ensemble. Et donc le 3e objectif de ce programme, et par lequel les 2 premiers objectifs que j'ai évoqués vont se concrétiser, c'est de développer des mobilités étudiantes dans les 2 sens, dans tous les sens, mais également des mobilités enseignantes entre l'ENS et voilà, différents partenaires dans les Suds pour nourrir ce travail de formation et de recherche commun. Donc, comme je vous le disais, en première instance, le programme Sud se développe du côté de l'Afrique et du monde arabe. Afrique et monde arabe se recoupant en partie, comme vous le savez. Au sein de l'ENS, ça passera par voilà, la mise en visibilité et le développement de l'offre de formation et de recherche sur ces aires géographiques et en relation avec les partenaires de ces aires géographiques. On a aussi des mineurs pour ce qui concerne les sciences sociales. Pour l'école lettres, on a une mineure monde arabe voilà, qui a vocation aussi à prendre pleinement sa place dans ce programme Sud. Et puis ce premier cours commun que l'on lance à partir du second semestre de la prochaine année universitaire, donc à partir du mois de février, et qui est donc un cours commun que l'on co-construit avec d'une part l'université de Witwatersrand en Afrique du Sud, l'université Iba Der Thiam de Thiès au Sénégal et donc l'ENS. Et l'offre de cours de l'ENS sera notamment assurée par Souleymane Bachir Diane, qui est le premier professeur invité de ce programme Sud. Une autre collègue libanaise, Mona Fawaz, qui est une spécialiste des urbanités des Suds, viendra également à l'ENS enseigner dans le cadre du programme Sud. Mais l'invitation de Souleymane Bachir Diane s'insère dans l'offre de ce cours commun développé avec l'université de Wits et l'université Iba Der Thiam, qui s'appelle Nouvelle compréhension du monde et que Frédéric a déjà évoqué et que Souleymane va probablement davantage développer.
Et c'est ce cours et cette brique commune que l'on construit en ce moment avec donc nos partenaires africains et avec l'AFD, et qui a vocation justement à développer cette offre pluridisciplinaire co-construite entre différents partenaires nord et sud autour d'un certain nombre de questions qui sont vraiment des enjeux communs de notre monde du XXIe siècle. Voilà, je crois que je vais laisser la parole maintenant à ton voisin, à mon voisin, qui va pouvoir peut-être développer sur le contenu de ce cours ou de cette approche. Merci beaucoup, Leïla. Et donc, Bachir, puisque moi je t'appelle Bachir depuis trop longtemps pour changer aujourd'hui. Eh bien, justement, le fait que tu m'appelles Bachir indique bien ce que j'allais commencer par dire, c'est-à-dire que je dois à ton amitié d'avoir participé à la réflexion sur la mise en place de ce programme Sud depuis quelques années. Nous avons eu le temps d'en parler chaque fois que j'étais de passage à Paris et autour d'un café. Donc nous voilà fortement caféinés et confiants également dans l'avenir de notre programme Sud aujourd'hui. Le présent colloque qui n'est pas encore terminé, qui se terminera demain, Modernités africaines, avec ses sous-titres circulation, conversation, décentrement, n'est pas simplement l'occasion du lancement de ce programme Sud, mais véritablement une indication de ce à quoi va ressembler ce programme Sud. Il s'agira de regarder ensemble un monde décentré, un monde pluriel, et de viser ensemble une compréhension de ce monde dans sa complexité et dans les enjeux énormes qu'il présente. Que ce programme soit lancé maintenant plutôt qu'il y a 2 ans, au moment où nous avions prévu de faire ce colloque, n'est pas indifférent, parce qu'en définitive, pour l'avoir reporté, nous avons fait un colloque différent de celui qui aurait été notre colloque il y a 2 ans. Parce qu'entre-temps, il y a eu la pandémie qui porte ses leçons et qui nous apprend, par exemple, si nous ne le savions déjà, à quel point notre monde est un, à quel point notre planète est petite et vulnérable et finie. Eh bien, voilà, au fond, qui tombe bien que nous lancions ce programme Sud maintenant, parce que les enjeux qui sont les nôtres, ceux que nous allons essayer d'affronter par la réflexion, par une réflexion commune, en pensant ensemble au présent le monde tel qu'il est et le monde à venir, je crois que si nous faisons cela, nous aurons apporté dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la pédagogie, quelque chose de très grande valeur, et c'est à cela que nous allons nous employer. Penser ensemble, cela veut dire, et Leïla vient de l'indiquer très clairement, qu'il ne s'agit pas d'aller dans une seule direction. Il ne s'agit pas d'un enseignement qui viendrait du nord en direction du sud, mais d'un enseignement qui serait véritablement un enseignement en réseau, un enseignement réticulaire. Pour l'instant, les universités partenaires, cela vient d'être rappelé, c'est l'université de Wits, celle où enseigne Achille Bembe, l'université Iba Der Thiam de Dakar, du Sénégal, qui est une jeune université dans la ville de Thiès, pas très loin de Dakar. Alors, toutes ces universités, évidemment, vont être également des pôles fédérateurs d'autres offres d'enseignement des universités alentours. Donc, l'université du CAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sera également partie prenante. Pour l'instant, ce cours pilote que nous envisageons va être précisément cela, un cours pilote qui va connaître des ajustements chemin faisant. Et la seule chose que je voudrais rajouter maintenant à ce qui a été dit, c'est le bonheur personnel qui est le mien, au fond, de revenir à la maison, d'une certaine façon, avec la participation qui va être la mienne à ce programme Sud, par ce qui va être mon écho, mon apport à ce cours pilote dont Leïla vient de dire, de définir les contours, et puis également le séminaire que je vais assurer ici pendant les 3 ou 4 mois qui iront de janvier à avril l'année qui vient. Merci infiniment. Bachir, on est très reconnaissant
pour ta venue. C'est un des objectifs du programme, ce n'est pas seulement un moyen pour le programme. Comme vous le savez, Bachir Diagne assure des hautes fonctions à Columbia, où tu diriges le programme d'études africaines, assure encore de grandes responsabilités au Sénégal. Et entre les deux, évidemment, le passage par Paris a toujours été, aussi bien ici qu'au Collège de France, qui d'ailleurs lui aussi est associé à PSL, une étape majeure. Et on est vraiment très heureux aussi grâce à cette conférence d'aujourd'hui que ça puisse se pérenniser, je l'espère vraiment. Voilà. Achille Mbembe n'a pas pu nous rejoindre. Il aurait parlé, je pense, d'une dimension que j'évoque d'un mot, c'est la dimension temporelle. Nous visons à situer le présent qui est divisé, qui est complexe, il y a pandémie, la guerre, les injustices aussi planétaires, dans une histoire longue qu'il faut repenser et aussi à imaginer un avenir. Achille Mbembe a beaucoup insisté dans la définition du projet sur la dimension artistique pour inventer l'avenir. On n'en a pas encore parlé, donc je la rajoute aussi, cette dimension qui mobilisera à l'école la littérature, le cinéma, le théâtre. Ils sont déjà présents dans le colloque Modernités africaines. Il y a eu des tables rondes sur la littérature et le théâtre, et des performances, et aussi un film hier soir. Voilà, donc tout ça sera mobilisé. Imaginez l'avenir. Je vais maintenant passer la parole à nos différents partenaires, en commençant peut-être par Rémi Rioux, donc directeur général de l'Agence française de développement, que je remercie de nous avoir rejoints. Bien, merci beaucoup Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques mots en me faisant un peu tout petit et très modeste. Bon, d'abord parce que j'étais en retard, donc je vous prie de m'en excuser. J'étais avec la nouvelle ministre chargée du... Les mots sont intéressants d'ailleurs, du développement, bon, de la francophonie et des partenariats internationaux. Donc déjà c'est assez long, donc c'est riche. On cherche. Voilà, j'allais vous le proposer. Non, je lui ai bien sûr dit que je venais ici. Je lui ai dit qu'il se passait quelque chose autour des sujets dont elle a la charge, et votre présence et tous ces échanges, ces jours ici l'attestent évidemment, entre autres signes d'un retour quand même d'intérêt, d'investissement dans nos relations en Afrique, ailleurs dans le monde. Enfin, bon, je me fais tout petit, je suis modeste aussi parce que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça. Et beaucoup de maîtres dans cette... en commençant par Souleymane Bachir Diagne, bien sûr, j'ai vu Daniel Cohen, je vois même François Hartog, dont j'ai suivi les cours quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc c'est très important. Et puis, tout petit et modeste, parce que, évidemment, depuis 2015, au moins, on sait qu'on ne sait pas, en fait. Enfin, on sait vraiment que... on a beaucoup de travail à faire pour redéfinir nos trajectoires, nos modèles de développement. Le fait qu'il y ait une hésitation sur les mots, est-ce qu'il faut dire les Suds? Je ne suis pas complètement convaincu. Est-ce qu'il faut... le mot de développement lui-même, vous le savez, a été très vivement attaqué sur la scène de Montpellier le 8 octobre dernier, y compris les institutions qui le portent. Pour deux raisons d'ailleurs. D'une part, le mot de développement probablement est attaché à un certain modèle de développement dont qu'il faut rediscuter, redéfinir. Et puis, ce que nous ont dit les jeunes participants sur cette scène, c'était quand vous vous appelez Agence française de développement, en fait, vous parlez du développement de qui ? Vous devez parler du développement de la France. C'est ça dont vous parlez. Moi, ça ne me gêne pas, parce qu'on travaille aussi, vous savez, dans les territoires d'outre-mer. On s'est beaucoup rapproché de la Caisse des dépôts et consignations. Vous ne parlez pas de notre propre développement, je suppose. La Banque africaine de développement, il n'y a pas de problème, finalement, parce que c'est notre banque. L'Agence française de développement, je crois, et c'est intéressant, il y a un doute, il y a un débat qui s'est introduit sur ce terme même. C'est intéressant parce que, par ailleurs, le monde du développement, que Lionel ou beaucoup d'entre vous connaissent ici, jusqu'à 2015, je dirais, c'était quand même un monde de certitude. Quand même. Je pense on savait quand même comment faire. Il y a même des gens qui disaient qu'il ne faut surtout pas innover dans le développement parce qu'on connaît les étapes. Enfin, bon. Donc, on est sorti de ça. Tant mieux, je dirais. On cherche des mots, on cherche des concepts, on cherche
tout le monde, et c'est une bonne nouvelle. Alors évidemment, quand on n'a plus les mots, quand on n'a plus les concepts, quand on n'a plus les trajectoires, je trouve que c'est de bonnes méthodes, en tout cas c'est la mienne, de venir à l'école normale supérieure. Ça a toutes les. D'ailleurs, il faudrait faire l'histoire de ça. Et d'ailleurs, l'histoire ça a peut-être été écrit. Je ne sais pas, l'histoire de l'école normale et des Suds. Je pense que il y a peut-être dans le programme, on pourrait mettre quelque chose comme ça. Ce serait une façon de donner cette profondeur historique au moins. Moi, j'ai de formation d'historien. En tout cas, évidemment, l'école normale, c'est ce lieu interdisciplinaire par essence. Ouvert par vocation, qui vit dans l'incertitude, enfin dans la liberté, je ne sais pas comment le dire. C'est mon expérience quand j'étais dans ces murs il y a très, très longtemps. Donc merci vraiment à Frédéric et à vous tous d'avoir lancé cette idée qu'on rejoint avec beaucoup de bonheur. J'ajoute que c'est pas neutre que ça naisse à l'école normale supérieure, que ça naisse à Paris, parce que moi je crois depuis longtemps, et je travaille d'ailleurs pour qu'on arrive à mieux dégager à quoi sert Paris dans la gouvernance mondiale, en fait, dans l'action internationale. C'est quelque chose qui n'est pas très clair. Probablement parce qu'il y a beaucoup de choses à Paris qui n'ont jamais cristallisé dans une signature ou et je pense, mais peut-être le programme, vos réflexions vont nourrir, peut-être fonder ce qui pourrait être la définition. Tout le monde sait ce qu'est Rome. Tout le monde sait Rome, vous savez, c'est l'agriculture, la sécurité alimentaire. Tout le monde sait ce qu'est Genève. C'est la santé, disons. Tout le monde sait ce qu'est New York, c'est la paix. Tout le monde sait ce qu'est Washington, c'est la grande finance internationale. Paris, un peu comme Londres d'ailleurs, en fait, on ne sait pas bien ce que c'est en fait. Je pense que tout le monde sait que c'est quelque chose. Et évidemment, il y a une très longue histoire, mais ce serait intéressant que ce programme, puisque c'est à Paris et ailleurs, et évidemment dans un Paris monde, dans une Afrique monde qui va se déployer, si ça pouvait aider à ça. Moi, ma conviction, c'est que à Paris, il y a deux, vous savez, à Paris, il y a deux très grandes organisations internationales. Il y en a une qui s'appelle l'UNESCO, donc c'est la science, l'éducation, et puis il y en a une autre qui s'appelle l'OCDE, qui est l'OCDE, c'est un truc un peu bizarre, mais disons qu'il y a toutes les compétences financières, économiques à l'OCDE. Et puis, dans les deux cas, je pense, la science durable, la finance durable, tout le monde a reçu ce mandat de 2015 qui est finalement d'arriver à concilier la protection de la planète et le bien-être des populations. Et de le faire pas séparément. Et effectivement, il ne faut pas opposer les deux. C'est d'arriver à le faire ensemble, dans toutes nos actions, d'y penser, d'en faire la science, d'en faire l'investissement. Donc à Paris, il y a ces deux composantes. Donc, et puis l'OCDE, comme l'UNESCO, c'est des lieux, pas forcément des lieux très très forts dans la gouvernance mondiale, mais c'est des lieux d'invention. C'est des laboratoires en fait. C'est des pépinières, c'est des incubateurs. Moi, dans mon monde plutôt financier, Daniel pourra le dire, quand on ne sait pas où mettre une initiative, c'est pas le FMI, c'est pas on le met à l'OCDE en fait. On le pose à l'OCDE, puis ça fait. Et je vois l'UNESCO un peu pareil, moi. Donc tout ça pour dire que moi, je crois qu'il y a quelque chose à faire autour de Paris, une sorte de capitale, pas la France, surtout pas, Paris, capitale des solutions, des inventions, laboratoire du développement durable, puisqu'il faut évidemment en quantité suffisante de la finance et de la science pour définir ces nouvelles trajectoires, ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de faire, de vivre, d'investir pour faire un peu atterrir tout le monde dans un monde où on vit bien et où on arrête de dévorer notre planète. Puisque c'est ça, le 2030, 2050, c'est ça qu'on a tous décidé il y a 7 ans maintenant. Donc maintenant, il faut le faire, mais pour le faire, il faut le savoir. Dernier mot, évidemment, l'AFD est très, très heureuse, très, très fière, au-delà de ma petite personne, d'être partenaire de ce programme, parce que l'AFD, là aussi, c'est une institution qui est décentrée, en fait.
C'est une institution. Alors, elle est décentrée d'ailleurs. Je le dis d'un mot, c'est parce que vous le savez peut-être pas, mais l'Agence française de développement, elle a 80 ans maintenant, et quand elle a été créée, en fait, c'était pas du tout un instrument colonial, puisque à l'époque coloniale, il n'y a jamais eu d'investissement venant de France vers les colonies, puisque la règle, c'était les colonies s'auto-financent. En fait, c'était même plutôt donc, il n'y avait pas d'instrument financier dans l'Empire français. Et donc, pour que cette institution naisse, il a fallu un grand fracas, qui est la Deuxième Guerre mondiale, puisque l'AFD, son origine, ça s'appelle la Caisse centrale de la France libre. Donc, nous, on est né c'est la banque de la libération, en fait. Et je dis ça parce que ce qu'a fait le général de Gaulle, donc il l'a pas créé en France, cette banque. Il l'a créée à Londres, d'abord. Et puis très très rapidement, il a demandé aux gens d'aller en Afrique. D'abord en Afrique centrale, bien sûr, à Brazzaville, à Bangui, à Yaoundé, à Libreville. Et dans ces territoires, les gens ont pris l'argent, en fait. Ils ont pris l'argent qui était dans les banques et ils l'ont rassemblé. Ils en ont fait le capital initial de l'institution que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui. Donc je dirais, on l'appelle l'Agence française de développement, bien sûr, mais c'est aussi une agence qui est un peu africaine, en fait. Et surtout, Souleymane Bacharian disait c'est un programme qui va marcher dans les deux sens, donc oui. Et le sens peut-être le plus intéressant, c'est le sens qui ramène ici en France ce qu'on comprend, ce qu'on voit, ces innovations, ces actions qui interviennent un peu partout dans le monde. Donc voilà, on est très sensible à ce décentrement. Je pense qu'on veut même en être un acteur dans notre métier. Et on sait qu'il faut aussi en faire la science. Et dernier mot, nous on travaille beaucoup. La moitié de ce que fait l'AFD, c'est en Afrique, évidemment. Mais nous, on voit l'Afrique, c'est l'Afrique monde, hein, encore une fois. Puisque si la moitié, c'est en Afrique, le reste, c'est en Asie, jusqu'en Chine, en Amérique latine, en Europe, dans nos territoires d'outre-mer. Donc on est là aussi très sensible à une recherche, une attention portée à l'Afrique, mais pas de façon exotique, je dirais, enfin pour voir toute la force, toute la contribution de l'Afrique à cette réflexion globale qui est maintenant très engagée et qu'il est urgent évidemment de faire avancer. Voilà, merci. Merci infiniment, Rémi. Non, mais pardon, juste dernière chose, parce que j'allais oublier. On est une institution financière, une banque, mais on fait quand même aussi de la recherche. Donc, il y a Thomas Mélonio qui est là, qui est notre directeur de la recherche, évidemment. Et puis, il y a Sarah Marniès, puisqu'on fait non seulement de la recherche, mais on fait aussi de l'innovation pédagogique, puisqu'on a un centre de recherche qui va devenir aussi un peu notre université d'entreprise. Donc, on pourra amener plein de collègues dans ce programme aussi, qui est basé à Marseille. Mais Marseille, c'est pas très loin de la montagne Sainte-Geneviève, donc on va pouvoir faire tout ça ensemble. Vous avez même un campus, si j'ai bien compris. Le campus. Et donc, c'est plus d'un campus qui se réunissent ici aujourd'hui. On a encore 3 échos, 3 points de vue sur ce projet. Merci d'avoir mis des guillemets autour du mot développement. C'est les guillemets qui nous importent, hein, c'est de pouvoir travailler sur l'histoire de ces mots de manière d'y réfléchir. Ce sera un des sujets d'un cours, un jour, mais très vite. Je passe peut-être la parole dans la foulée à Marie Gaille, qui est philosophe dans le civil et directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS par fonction, en ce moment. Et je te remercie beaucoup d'être là, Marie, pour nous dire comment le CNRS, on a eu des discussions, je sais qu'il y a le CNRS participe, toutes disciplines confondues, à des partenariats avec l'Afrique, tu vas peut-être en parler, mais du côté des sciences humaines et sociales, hein, tu vas nous dire comment ce programme s'insère aussi dans vos projets. Et je sais que tu as proposé aussi de soutenir aussi l'arrivée de Bachir, et ça nous est très précieux à tous égards. Merci Frédéric. Bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est particulièrement agréable pour moi, pour beaucoup de raisons, d'être là ce soir. On est un peu autour d'un berceau en fait, et avec un bébé qui prend quand son envol. Alors agréable pour toute une série de raisons. Frédéric a rappelé que j'étais philosophe. Je n'ai plus le temps de faire de la recherche dans le cadre de mes fonctions. Je n'ai plus le temps de lire beaucoup, mais il se trouve que cette année, à mes heures perdues, je lis de l'histoire et j'ai découvert les travaux de François-Xavier Fauvel, en fait, dans le courant de l'année, que je me suis mise
à lire. Et le livre de chevet que je m'apprête à ouvrir dans les jours qui viennent, c'est une histoire régressive du Mali, 21e siècle, 14e siècle, qui est le fruit d'une thèse en fait, de doctorat récemment publiée. Et donc avec l'ignorance qui est la mienne dans le champ des études d'histoire, j'ai compris qu'il se passait des choses épistémologiquement très importantes en histoire grâce à des travaux qui n'allaient pas du tout de soi, qui sur le plan méthodologique sont extrêmement innovants. Et en fait, peut-être que c'est un des points principaux que je voudrais mettre en avant dans ce que je vois au CNRS au quotidien, c'est qu'il se passe des choses, voilà, sur le plan épistémologique et sur le plan des travaux, lorsque l'on aborde alors on peut aussi mettre des guillemets d'ailleurs, les études africaines. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que je pense que le lancement aujourd'hui de ce programme sur les Suds intervient dans un moment, je n'hésiterai pas à utiliser une catégorie chère à mon voisin Frédéric Worms, un moment qui est effectivement extrêmement favorable en fait pour ce lancement, parce que je pense qu'il s'appuie sur un terreau de collaboration, de partenariat, alors qu'ils sont en plein renouvellement dans leur état d'esprit, dans leur forme, etc. Mais un terreau qui lui est propice. Et je n'ai aucun doute en fait sur son succès. Alors, pour évoquer quelques éléments qui me font avancer cette perspective et donc ces grands vœux de succès avec beaucoup de confiance, je voudrais simplement rappeler très brièvement les propos d'un collègue politiste, Dominique Darbon, qui disait en 2003 pour le CNRS, qui faisait plutôt le constat du dépérissement des études d'air et notamment des études africaines au CNRS. Et en fait, ce mot n'est pas resté, en tout cas pour le champ des sciences humaines et sociales, un vain mot, puisque à partir du début des années 2010, l'Institut des sciences humaines et sociales a cherché à susciter un travail de recherche en réseau, en réunissant des collègues issus de différentes disciplines. Il y a d'abord eu la création, je ne vais pas trop m'avancer dans le jargon institutionnel, mais d'un réseau thématique. Et puis, ce réseau thématique s'est mis en ordre de bataille pour rédiger un livre blanc qui a été publié en 2016 sur l'Afrique et ses diasporas comme domaine de recherche et qui a aussi été le point de départ du lancement d'un groupement d'intérêt scientifique qui aujourd'hui regroupe plus de 30 unités de recherche en France ou sur le continent africain et 20 institutions de recherche. Donc on a effectivement un tissu qui s'est constitué au fil des années, a d'une certaine manière redonner vie, déployer, redynamiser des travaux de recherche qui existent en France au moins depuis les années 50 et au CNRS au moins depuis les années 50 avec des disciplines phares, l'ethnologie, l'archéologie, à un moindre égard le droit, et qui aujourd'hui, dans les années 2020, s'est enrichi de travaux en démographie, en économie, en géographie, en histoire, en linguistique, en littérature, etc. etc. Donc je pense qu'effectivement, on a un tissu de recherche qui couvre l'ensemble du champ des sciences humaines et sociales, qui s'est beaucoup structuré, où les personnes et les spécialistes de différents domaines ont appris à se connaître les uns les autres, et où l'on retrouve non seulement des éléments de renouveau épistémologique, mais aussi des interrogations que Frédéric, tu as évoqué à travers effectivement ces points de sémantique qui sont si importants. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on le met entre guillemets ou pas ? Est-ce qu'on assume certains termes ? Et en fait, à travers ces interrogations, on voit bien comment c'est aussi tout un ensemble de postures méthodologiques, disciplinaires et des questions de fond qui sont travaillées dans la manière dont on choisit ou on opte pour tel ou tel terme et dont on le justifie. Effectivement, on a parlé un moment d'africanisme pour laisser un petit peu quand même mettre cette expression de côté au bénéfice des études africaines, mais est-ce que c'est vraiment le bon terme ou la bonne expression aussi ? On pourrait incessamment se poser la question, et moi j'y retrouve, et je suis vraiment d'autant plus heureuse d'être aux côtés de Bachir ce soir, que j'y retrouve cette interrogation qui est très structurante dans son travail philosophique sur la catégorie d'universalité. Et je pense que tout ce qui agite finalement ces réflexions sur le choix de la bonne terminologie et qui fait écho à cette notion de décentrement, c'est de savoir comment en fait
on nomme les choses et comment on se relie dans une forme d'horizontalité, c'est vraiment voilà, quelque chose qui était cher, à des formes d'universalité et de nouvelles formes de relations institutionnelles et académiques. Et donc je voudrais effectivement, peut-être pour terminer rapidement, évoquer ces relations académiques. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on assiste à une refonte des modalités de relations entre les unités de recherche et les institutions françaises et les centres de recherche et les universités en Afrique. On a bien sûr un tissu très riche de réseaux internationaux, d'unités déjà sur le continent africain, mais ce qui caractérise peut-être au premier chef aujourd'hui la démarche du CNRS et qu'il est en pleine convergence avec le programme tel que Leïla l'a décrit, c'est l'idée de co-construire, ce qui n'allait pas de soi il y a encore peu de temps, de co-construire une stratégie de recherche ensemble, et ce, de façon durable. Donc je pense que ce sont un peu les maîtres mots, et c'est en ce sens qu'il me semble qu'on peut parler de moment dans lequel ce programme Sud s'insère aujourd'hui, que le CNRS essaye de déployer, encore une fois, sur le fond d'une structuration qui était déjà existante. Et Alain Fuchs y a d'ailleurs, en tant que président du CNRS, notablement participé, mais qui se renouvelle, en fait, et qui conduit non seulement au renouvellement des méthodes et des objets de recherche, mais aussi des relations entre les personnes et les institutions. Voilà, je terminerai sur ces mots. Merci beaucoup, Marie. Je passe la parole peut-être à Lionel Zinsou, donc président de la Fondation, qui a aussi occupé d'autres fonctions éminentes, dont celle d'élève et de caïman ici, mais aussi de Premier ministre dans un de ces deux pays, comme il dit parfois. Merci, monsieur le directeur. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi parce que le mécénat est important dans ce colloque, et je voudrais saluer Olivier Legrain qui permet ce genre de conversation transversale entre toutes les disciplines. Et c'est un bon exemple, en fait. Si les mécènes, si la Fondation, qui en réunit maintenant des centaines, des milliers, Véronique, et si on peut contribuer également pour un programme ambitieux à mobiliser les ressources, qui sont des ressources dans la communauté normalienne, la communauté des anciens, mais très au-delà, en fait, aussi de la communauté normalienne. En fait, beaucoup de gens qui sont attachés à la diffusion des connaissances, à l'égalité des chances devant les connaissances aussi, les aspects sociaux, en fait, de la diffusion de connaissances. Au fond, ils peuvent le faire à travers un instrument qui est cette fondation qu'on a créée en 1986, et que Marc Mézard, puis Frédéric Worms ont beaucoup ressuscité, avec toute une équipe ici présente, dont Jacques Massot et Véronique Santi. Je suis aussi très content parce que je parle devant un maître en fondation qui est Odon Vallet, et qui est un homme qui a dédié, franchement, des ressources considérables, toutes les ressources de sa famille, à l'éducation, précisément, alors en choisissant très très bien les pays dans lesquels il s'investissait, puisqu'il y a le Bénin, mais il y a aussi le Vietnam, mais il y a aussi le Sénégal, et il y a aussi la France. C'est-à-dire il y a aussi les quartiers en difficulté où de grands talents pourraient se perdre, et qu'il accompagne du collège jusqu'à l'école normale, bien qu'il ait quand même une petite préférence pour l'école polytechnique de temps en temps, me semble-t-il. Mais bon, nul n'est parfait. Mais comme c'est quand même un grand maître, je le salue. Et puis, dans cette salle sont représentés, et moi aussi j'ai eu Daniel Cohen comme professeur, mais sont représentées toutes les disciplines associées à l'école de Paris. C'est-à-dire, en réalité, ce qu'il y a d'intéressant, me semble-t-il, c'est cette conversation, cette circulation entre les disciplines, qu'elles soient sociales, qu'elles soient des sciences de la vie, qu'elles soient des sciences de la terre, des géosciences, etc., et des humanités. Et donc, je trouve que c'est un programme très ambitieux. Alors, je suis ravi que le CNRS y soit représenté. Ne prenez pas ça du tout pour de l'ironie, hein, mais quand j'étais étudiant, que je faisais un peu de recherche en histoire économique, on avait, en histoire économique d'Afrique, on avait demandé quelques crédits pour aller sur le terrain,
voir des archives. Et à l'époque, un de vos lointains, très très lointains prédécesseurs était spécialiste d'histoire médiévale. Et il nous avait répondu de mémoire, écoutez, moi je suis un spécialiste du Moyen-Âge et je n'y suis jamais allé. Et là, je vois que par un effort collectif dans lequel il y aura le CNRS, dans lequel la Fondation, qui a plutôt vocation de vous mettre en relation avec des communautés assez larges, dont les entreprises et tous les gens qui sont des mécènes volontaires, je suis ravi qu'on rassemble ses forces pour cette circulation. Par ailleurs, j'aime beaucoup le thème du nomadisme. Alors, je salue Sarah Marniès, qui est une complice depuis des années de ce qui se fait et en matière de bien commun entre les nations. Je sais pas, il faut trouver des synonymes à développement. Comme Achille Mbembe et Rémi viennent d'écrire un livre sur le bien commun, et je salue Thomas, l'homme de la recherche du bien commun, enfin, qui d'ailleurs, à mon avis, l'a trouvé pour l'essentiel, mais je suis frappé quand même par cette idée de nomadisme dans le campus. Ces mobilités, je trouve que c'est très important. Aller vers l'autre avec la considération. Il y a un moment où la route vers la connaissance, elle était la transsaharienne, mais qui remonte du sud vers le nord. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça va être une route à 2 voies. Et on va encourager la mobilité, c'est là que peut-être quelques bourses pourraient être nécessaires, on va encourager la mobilité dans les 2 sens avec de la considération pour les gens qui sont de chaque côté du Sahara, de la mer Méditerranée, etc. Donc cette circulation et ce nomadisme, c'est très important. Tout à l'heure, on avait une émission avec RFI, pas des concurrents, c'est autre chose. Et alors, elle disait, mais vous aussi, vous êtes un nomade, sous prétexte que je suis beaucoup moins nomade que Rémi ou Thomas. Mais c'est vrai qu'on se promène beaucoup, mais c'est pas ça le nomadisme. Le nomadisme, c'est aller lentement, au pas des chameaux, dans les routes sahariennes, où ce que j'aime tellement, c'est quand vous demandez à un berger peul, mais c'est où cette ville-là? Je marche derrière toi, mais c'est où? Et vous dites, mais c'est tout près? Non, c'est tout droit d'ailleurs. Bon. Après, vous trouvez une pancarte qui a marqué Djougou, 4 jours de marche. Mais le nomadisme doit être assez lent. Enfin, la temporalité, c'est important. On doit être des nomades tranquilles. Mais c'est très important d'avoir de la considération, au fond, pour les autres. Et avec la technologie aussi, nos universités, qui sont quand même des gisements humains incroyables, on peut communiquer avec elles et entre chercheurs tout de même de façon beaucoup plus simple. Et donc, on va découvrir aussi les universités. Quand je dis nos universités, là, je parle pas d'économie supérieure, je parle de l'Afrique. Mais vous voyez, quand le Dahomey a créé son université nationale, tous les spécialistes de développement ont dit que c'est du gaspillage parce qu'il y a déjà une université de plein exercice à Dakar. Alors, si vous allez aujourd'hui à l'université d'Abomey-Calavi, il y a quand même 120 000 étudiants. Si vous voulez. Alors, j'imagine l'université Cheikh Anta Diop avec 120 000 Béninois de plus et 250 000 Ivoiriens, si vous voulez. C'est extraordinaire quand même ça, comme ça a bougé. Mais c'est normal parce que nous avons une telle explosion de jeunesse. Il y a des gens qui pensent que le titre modernité africaine, c'est une alliance de mots. L'Afrique n'est pas que le pays de la tradition. L'Afrique est aussi une réinvention me semble-t-il, en permanence, une actualisation de ces traditions. Et je pense que c'est ça que cette circulation et cette exaltation de la modernité veut dire. Une chose qui m'a frappé hier au musée Branly, et on en parlait encore avec RFI tout à l'heure, les chefs camerounais sont venus tous ensemble pour une cérémonie très importante et assez moderne, qui était de déconsacrer un masque majeur qui est sacré et utilisé dans les rituels quotidiens, mais qu'on ne peut pas présenter aux rues de l'université
sans l'avoir protégé en le réduisant à l'état laïque brièvement. Et ils ont donné rendez-vous pour le reconsacrer, parce qu'il n'est pas question qu'il retourne au Cameroun en n'étant pas sacré. Donc, on peut en permanence moderniser la tradition et s'adapter. Donc, voilà, on envoie effectivement, on fait circuler les masques, mais c'est pareil pour le savoir, et puis on les déconsacre, on les reconsacre, enfin voilà, c'est plus moderne. Vous voyez, donc je termine là. La Fondation est enchantée, je crois, de pouvoir contribuer, et je pense amener des mécènes à cette circulation, à cette modernité partagée. Alors, Frédéric aime bien dire qu'il espère que ces rencontres de chercheurs produiront beaucoup d'enfants. Moi, je pense que ça doit produire beaucoup de travaux. Mais alors, le mécénat de l'AFD, et c'est quand même le dernier mot, m'impressionne beaucoup. Parce que, en fait, il ne l'a pas dit, dans une extrême modestie du discours, Rémi a oublié de dire que, grosso modo, l'AFD, son campus, sa direction de la recherche, était le premier mécène, en réalité, de ce nouvel élan des études africaines. Et je voudrais l'en remercier. Bon, on sent un peu le normalien en lui, mais même transformé par l'ENA, et même homme de la Cour des comptes, le voilà dans la générosité d'un mécène au service d'un bien commun quand même assez important, qui est celui du vrai partage des connaissances entre deux jeunesses. Merci Lionel, et aussi de passer... Attends, je vais passer un micro à Sandrine Trainer, qui, en matière de partage des savoirs, est aussi experte entre toutes, si j'ose dire, à la tête de France Culture. Merci beaucoup d'être là, Sandrine, pour nous dire comment tu vois, au fond, ce projet au cœur. Alors, quelqu'un a parlé d'incertitude, d'ailleurs, en disant, voilà, peut-être qu'il y a une incertitude fondamentale. C'est un terme qu'on partage beaucoup en ce moment autour du festival que lance France Culture. Mais là, je ne sais pas comment tu vois ce côté africain de l'incertitude. La question est simple. Et je vais y répondre en quelques minutes. En tout cas, je vais tourner autour de la question. D'abord, juste mentionner la question des guillemets, puisque vous l'avez beaucoup utilisé. Tous les lundis matins, j'anime une rencontre entre tous les productrices et producteurs de France Culture, et on prend le sujet qui nous vient, et pendant 3/4 d'heure, 1 heure, on discute ou on se dispute, ça dépend. La question du guillemet revient souvent, parce que le guillemet, à la radio, c'est un truc qu'on n'a pas réussi à résoudre. Et donc, en fait, on ne peut pas utiliser le guillemet qui est... Donc, on a fini par décider que c'était vraiment trop pratique, trop simple, et qu'il fallait éliminer le guillemet, ce qui ne nous a pas permis de résoudre toutes les questions pour autant. Alors, d'abord, je voudrais remercier Souleymane Bachir Diane de s'être levé ce matin, puisque nous sommes les gens qui vous faisons vous lever le matin, ou parce que, et vous êtes nombreux à l'avoir fait, vous venez tôt le matin, et vous vous levez vraiment tôt, n'est-ce pas Daniel, et vous le faites savoir. Ou bien vous vous réveillez tôt parce que vous n'avez pas envie de manquer ce moment du matin. Moi, je me sens évidemment très liée avec encore plus de modestie que Rémi à des tas de mots qui ont été utilisés là, la circulation des connaissances, la transmission des connaissances. Aujourd'hui, c'est pour ça que France Culture est là, c'est comme ça que France Culture a grandi, c'est comme ça que France Culture a rajeuni, c'est comme ça que France Culture, chaque jour, finit par fédérer pas loin de 2 millions d'auditeurs. Et au fond, ça fait partie des bonnes nouvelles pour France Culture, mais je pense pour nous tous, parce que en fait, c'est un bien commun, et c'est un bien que... vous disiez boutique, Leïla, c'est une boutique que nous partageons volontiers avec vous et qu'on a envie de développer avec vous. Alors, quand j'entends tout ce que je viens d'entendre, je pense évidemment que à la fois nous sommes un média, c'est-à-dire nous partons des questions que nous nous posons, a priori c'est ça que nous savons faire, tous un peu philosophes, c'est-à-dire d'essayer de formuler des questions et de susciter à la fois la connaissance et la rencontre et le débat, la conversation, la circulation. Mais depuis un moment, et nous en parlons avec Frédéric, nous réfléchissons à la manière de créer une forme de campus numérique, un endroit qui soit véritablement une
un observatoire des idées et des connaissances qui fasse se croiser les questions que nous apporte la modernité, chacun en a parlé ici, et les connaissances que nous pouvons convoquer de manière interdisciplinaire, en tout cas, si ce n'est pour y répondre, en tout cas pour tourner autour des questions. Déjà, quand on fait ça bien, on est content d'avoir réussi à écumer un peu les questions. Ce matin, après votre passage, monsieur, j'ai reçu des mails en quantité assez impressionnante. Et la question, c'était, mais où est-ce qu'on pourra aller le suivre, son cours? Et en fait, c'est ça que nous avons envie de vous proposer et de proposer, c'est-à-dire de pouvoir être le lieu où l'on peut entendre, donner à tous les publics à entendre des cours, des conférences, des leçons inaugurales, des productions de transmission de connaissances qui, sinon, et ils ont bien de la chance, sont réservées aux étudiants ou aux enseignants, mais auxquels toute une société aujourd'hui a envie de participer. Je pense que c'est là que France Culture peut être et vous propose d'être si vous nous acceptez. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et peut-être le troisième, et pour conclure, oui, nous avons créé depuis 1 an avec nos amis d'Arte, parce que c'est important de ne pas être seul, et c'est important de circuler tous ensemble. Et je pense que ça va être de plus en plus important dans les temps qui viennent, dans les temps d'incertitude, y compris, en l'occurrence pour l'audiovisuel public, et son évolution, et son financement, etc. Nous avons fondé un festival qui s'appelle Et maintenant, et maintenant, avec ce point d'interrogation, il nous semblait que c'était à peu près la question que chacun se posait à la sortie de ces années de pandémie, et avant même que la guerre en Ukraine relégitime d'une certaine façon la question d'un autre point de vue. Alors, et maintenant, c'est à la fois un festival concret qui se tiendra en octobre, mais qui aura des occurrences durant la nuit Sciences et Lettres, voilà, que Frédéric organise, puisque nous tournons autour de ces mêmes questions d'incertitude, et comment on vit dans cette incertitude, comment on va chercher des alliés, comment on va chercher des amis, comment on continue, selon la formule consacrée d'un de nos amis communs, François Tadei, à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Voilà, c'est sur ce territoire, au confluent de vos territoires, qui êtes ceux qui savez qu'on se propose de faire le lien avec la société tout entière. Merci beaucoup, Sandrine. Il nous reste très peu de temps. On a déjà même débordé, même sur notre premier retard, mais c'était un tour de table passionnant autour en effet d'un berceau, d'un projet qui ne se masque pas aussi les dangers du moment. Hein. Chacun a apporté une pierre, je trouve, très forte et qui nous stimule et qui est pour vous, hein, pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les chercheuses et les étudiantes aussi. Hein, c'est vraiment pour permettre les projets des uns et des autres et leur contribution que tout le monde construit aussi ce cadre ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez encore 5 minutes les uns et les autres, si on veut prendre quelques questions. Moi, j'en serais très heureux. Ce serait dommage aussi de s'empêcher ce moment, puisqu'on parle toujours de sciences participatives. En même temps, il y aura d'autres moments, déjà dès demain, si j'ose dire, puisque c'est le nom d'un podcast de l'école. Et maintenant, il y aura la nuit de l'incertitude, effectivement, du 9 septembre, en lien avec le festival, et puis le lancement du programme. Pour le cours, Leïla et Bachir l'ont dit, ce sera à partir de février 2023. Mais il y a la suite dès demain matin du colloque des modernités africaines. Donc je ne sais pas s'il y a quelques questions. On peut prolonger un instant, mais voilà, je dirais un mot au passage pour quelqu'un qui n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est François-Xavier Fauvel. Lionel Zinsou a parlé d'histoire médiévale, et j'évoquerai 2 personnes. D'abord Valérie Theiss, qui est notre nouvelle directrice adjointe lettres, qui est ici présente, qui est médiéviste, et qui incarne l'histoire médiévale voilà, dans sa version la plus contemporaine aussi. Et François-Xavier Fauvel, qui est médiéviste en histoire africaine. Et il a écrit son petit livre aux éditions du CNRS pour dire à quel point faire de l'histoire africaine est difficile, parce qu'on dit toujours que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et lui, non seulement, évidemment, il revendique cette histoire, mais
le Moyen-Âge africain, justement, c'est des catégories qu'on croit réservées à certains et impossibles à d'autres. Tout le colloque a montré que voilà, c'était... Donc l'histoire africaine, dit-il, est difficile. Et je crois que c'est important de se remémorer qu'on ne parle pas dans l'oubli des difficultés théoriques, politiques, économiques, sociales du moment. Alors, une ou deux questions, très rapidement. Je peux poser la première, peut-être, j'ai le micro. C'est une question... Voilà, j'étais haut fonctionnaire à l'Assemblée nationale et donc j'ai accompagné un certain nombre de missions en Afrique. Et puis, bon, je connais quelques gens d'origine africaine qui ne sont pas forcément normaliens. Et l'impression que j'ai, c'est qu'il y a... Pourquoi on parlait d'histoire, il y a un monde africain que les Africains ne partagent pas forcément avec les Européens et encore moins les Américains, qui ne veulent pas partager, qui gardent pour eux. Est-ce que mon hypothèse est bonne? Alors, je ne sais pas si... Oui, on peut prendre deux, trois questions d'un coup. Peut-être ça nous permettra de répondre, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps. Je crois qu'il y a une question aussi. Merci. Benedetta Zaccarello, je suis chargée de recherche au CNRS et j'ai travaillé dans un laboratoire de l'école normale à l'ITEM. Je suis ravie d'entendre par rapport à ce nomadisme des savoirs et à ces doubles circulations qui vont être ouvertes et renforcées avec les Suds. J'ai juste une question très pratique. Comme depuis un certain temps, je m'intéresse et je collabore et j'organise des actions de recherche avec des collègues indiens. Je voudrais juste savoir, d'un point de vue très pratique, comme Marie-Gaëlle le sait bien, j'ai un IRN qui implique l'Inde aussi. Donc je voulais juste savoir s'il y a des perspectives de projets, d'ouvrir aussi, enfin d'inclure dans le projet aussi, dans le projet Sud, la dimension de l'Inde. Merci beaucoup. Bien sûr, Leïla l'a dit. Là, on est vraiment concentré sur les modernités africaines, les partenariats avec les universités africaines, vraiment de construction de leur Afrique, comme on dit aujourd'hui. Dans le cadre cette brique s'insère dans le programme Sud de l'école normale, où, bien entendu, Leïla l'a dit, il y aura, et pour l'AFD, c'est pareil pour chacun d'entre nous, bien sûr, beaucoup d'autres horizons. Et la figure de Dipesh Chakrabarty, qui a été professeur invité et aussi docteur honoris causa de l'école normale, qui lui, comme Bachir, circule entre les États-Unis et l'Inde, qui a été cité sur Provincialiser l'Europe, mais qui aujourd'hui parle aussi beaucoup de la planète, est une de nos... Voilà, donc évidemment, nous construisons brique par brique un modèle que nous espérons étendre. Voilà. Sur le monde africain, je ne sais pas, Bachir, par exemple, ou Lionel, ou quiconque veut dire un mot. Sur le monde africain, je crois que la meilleure personne qui pourrait répondre à cette question est juste en face de moi, Catherine Cochry, qui est historienne de l'Afrique. Et c'est une question aussi difficile. Qu'est-ce que le monde africain aurait en propre, qui ne serait partagé ni avec l'Europe, ni avec les États-Unis? Je crois que ce monde africain qui ne se partage pas ou qui s'invente au quotidien, je dirais plutôt il y a quelque chose qui s'invente au quotidien et que l'Europe et l'Afrique et les Amériques découvrent au fur et à mesure. Et je ne sais pas si, Catherine, tu as envie de dire un mot sur cette question-là. En tout cas, j'en profite en te forçant pratiquement à prendre le micro, à te dire mon admiration et mon affection. Merci beaucoup. Je vais dire juste un mot. Et je dirais que je me réjouis beaucoup de me trouver devant l'un de mes premiers étudiants, qui fut Lionel Zinsou. Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais ça devait être la première ou la deuxième année où j'étais professeur à l'université Paris 7. Et c'était vraiment un très, très bon étudiant, mais que je n'avais pas revu depuis. J'ai beaucoup entendu parler depuis. Sur l'histoire africaine, merci. Ben, l'histoire africaine, c'est la plus vieille du monde. C'est la plus... elle est aussi compliquée, aussi agitée, aussi... passionnante que toutes les histoires du monde, je dirais ni plus ni moins. Et c'est la raison pour laquelle, au prochain congrès international d'histoire économique, qui a lieu à Paris en juillet, je participerai à la conférence inaugurale avec Ibrahim Atioub, qui est aussi
très lointain ancien étudiant à moi et un très brillant historien africain, sénégalais, pour parler justement de l'histoire de la mondialisation. La mondialisation, l'histoire de la mondialisation ne se comprend pas sans l'histoire africaine. Depuis le démarrage. Et c'est une question qui me paraît très importante en France, dans la mesure où, effectivement, l'histoire africaine, pendant très longtemps, pour des raisons très diverses, a été très méconnue, en particulier dans la connaissance de l'histoire française. Alors merci de m'avoir provoqué pour simplement dire quelque chose que je pense très profondément, c'est qu'on ne peut pas comprendre l'histoire du monde si on ne connaît pas l'histoire africaine depuis les débuts de l'histoire du monde. Pascal vient de m'apprendre d'ailleurs qu'au programme de l'agrégation, il y a un thème qui est sociétés africaines et le monde, les sociétés africaines et le monde, qui semble-t-il rend tout à fait perplexe tous les futurs agrégatifs, mais il est bon que les étudiants soient perplexes. Il y a un ancien étudiant qui veut dire un petit mot, qui ne peut pas résister. Oui, je crois d'ailleurs qu'avec Sandrine, nous sommes deux anciens étudiants. Non, pour vous rendre hommage, madame, c'est un très, très, très grand plaisir de vous retrouver ici. Vous avez eu sur l'étudiant de maîtrise que j'étais dans vos mains, vraiment une influence considérable. Je crains même que ce soit vous qui ayez dit que le CNRS ne vous accordait pas de crédit parce qu'ils étaient des métiévistes et qu'ils n'y étaient jamais allés. Il me semble que ça date de cette période. Je n'ai pas osé tout à l'heure le dire comme ça, mais qu'est-ce que ça doit être ça ? Vous voyez, la confrontation entre des historiens permet d'arriver à la vérité, parce qu'en réalité, c'était bien vous. Et je ne sais pas pourquoi j'ai inventé que c'était des médiévistes, alors que les médiévistes sont très, très respectables, au lieu d'être des spécialistes du 19e. En tout cas, voilà, je suis très, très ému, madame, de vous retrouver ainsi. Merci beaucoup. À propos de circulation étudiante et de mémoire étudiante, peut-être je voudrais donner la parole pour le mot de la fin à Julien Bonhomme, qui organise le colloque Modernités africaines et qui va nous dire aussi où est le pot qui va nous réunir juste un instant dans la foulée. Mais ça me permet aussi de te remercier, Julien, et toutes les participantes et les participants de cette magnifique conférence Olivier Legrain, Sciences et Société sur les modernités africaines.